Il y a quelques jours, quelques semaines de cela, il y a eu un effroyable, événement, un meurtre barbare, d'une petite fille, qui a été, massacrée par un jeune d'une vingtaine d'années, un peu plus. Hem Et cet événement, il m'a beaucoup interpellée. Je ne veux pas faire une analyse de l'événement, parce que c'est un jeune, d'une famille, bien sous tout rapport, extrêmement conventionnelle. Ça, c'est ce qui déroute beaucoup. Et en fait, ça m'a beaucoup interloquée parce que ça m'a remémoré un certain nombre d'expériences que j'ai eues en cabinet avec des parents. Hem Et j'avais envie de parler de ça. Alors, ça n'a pas vraiment de rapport avec cet événement. Disons que cet événement, cette tragédie, on va dire, qui est une tragédie pour les 2 familles, hein. C'est épouvantable, autant pour, ceux qui ont perdu leur petite fille que pour ceux qui vont voir, leur enfant, leur fils, aussi effroyable et barré qu'il est, passer sa vie en zonzon, hein. Ça n'a rien de folichon. C'est une tragédie pour les 2 familles. Moi, j'ai une pensée pour les 2 familles. Et j'ai pas de jugement sur la famille, du jeune qui est complètement vraqué, hein. Visiblement, il a un gros problème psychiatrique. Non, ça a été un événement un facteur déclencheur pour moi pour, effectivement faire le lien avec, une récurrence, à laquelle j'ai été confrontée dans le cadre de ma pratique, avec des parents qui ne savent pas toujours dire non. Et je vais donner un exemple, heu, c'est un exemple qui est revenu plusieurs fois, de parents m'expliquant que leur enfant, ne veut pas aller voir le pédopsie, le psy, le kinésiologue, le ceci, le cela, il veut pas y aller. Bah, il a quel âge votre enfant? Bah, il a 12 ans. Ah bon? Il a 12 ans et c'est lui qui décide si oui ou non il va chez le dentiste, ce qu'il va chez le psy et cetera et le kiné, c'est l'enfant de 12 ans qui décide. Moi, ça me laisse perplexe. Donc ce que je dis à chaque fois aux parents, hem, c'est que c'est maintenant que ça se joue. On n'attend pas que le gamin, il ait 17 ans ou 18 ans, c'est terminé, c'est mort après. Il est adulte, enfin, il a la majorité et on peut plus rien faire. Le parent, son rôle, c'est d'assurer, de construire le cadre qui va faire que l'enfant va se développer avec un sentiment de sécurité. J'avais un copain à la fac qui me disait toujours: «C'est dans le cadre qu'on crée sa liberté». On faisait du théâtre ensemble et c'est dans le cadre qu'on crée sa liberté. Ça, c'est vrai pour les artistes. C'est dans le cadre que je crée ma liberté, c'est-à-dire le cadre, ça va être ma technique, toute la technique, le travail que je vais, donner, quand je voilà, pas avec mon corps, si je suis un danseur, un circassien, heu, avec, le travail voilà, de toute la gestuelle du jeu d'acteur, si je suis un comédien et c'est grâce à cette technique que je vais pouvoir exprimer mon jeu d'acteur, mon interprétation de danseur, de chanteur, de musicien et cetera. Mais c'est vrai aussi dans la vie, en fait, et notamment dans l'éducation, l'accompagnement de l'enfant. On l'élève, hein, le rôle des parents, c'est de l'élever vers le haut, voilà et on l'élève pas en lui disant oui à chaque fois, on l'élève pas en lui demandant son avis systématiquement, on l'élève avec du discernement. Alors autant il est totalement absurde de dire à un enfant: «Mets ton manteau, finis ton assiette», parce que là, c'est presque de la perversité. Je m'explique, hein, dans le sens où, je l'ai fait ça, pas finir son assiette, mais, mets ton manteau», jusqu'à ce que quelqu'un m'explique que ça n'avait pas de sens. On ne disait pas ça à un enfant. Pourquoi? C'est vraiment ça m'a éclairé, ça m'a beaucoup aidé cette explication. Bah, pourquoi? Parce qu'on remet en question le ressenti de l'enfant, en termes de «j'ai chaud» ou «j'ai froid». Qui je suis pour dire à l'enfant, qu'il se trompe sur son ressenti? Donc ça veut dire qu'on va, finalement remettre en question sa propre foi en son ressenti et ça, c'est sa force. Moi, si mon ressenti me dit que j'ai faim, bah, je mange. Si mon ressenti me dit que je n'ai pas faim, je ne mange pas. C'est important de faire confiance à son ressenti. Donc quand je lui dis à un enfant: «Finis ton assiette», je nie son ressenti qui lui dit: «Là, tu as atteint la satiété, tu n'as plus envie de manger». Alors parfois il veut pas finir ses légumes, mais il veut bien le dessert. Ça, c'est les enfants. Bon, bah, on va négocier un peu. Mais pour le coup du manteau, c'est pareil. Bon, éventuellement, il va attraper froid et alors il aura un rhume, c'est pas grave, hein. C'est ça rien de grave. Les enfants, ils tombent en plus,
Rares, ils sont pas trop sensibles au froid, ils ont pas du tout la même capacité que nous, les adultes, on est beaucoup plus frileux que les enfants, voilà. Et puis les enfants, ils ont besoin d'attraper tout un tas de rhumes et de machins, pendant leur enfance parce que c'est comme ça qu'ils font leur système immunitaire. En revanche, lorsque je dis à mon enfant de 12 ans, «J'ai pris rendez-vous, on va chez le kinésiologue, tel jour» et que l'enfant dit: «Non, je veux pas y aller» et que le parent va annuler, la séance parce que l'enfant ne veut pas y aller, là, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que là, l'enfant n'a pas la capacité, et la maturité pour pouvoir évaluer l'importance de se faire aider, et ça incombe aux parents. Donc la notion du non, elle est importante, hein. Je rappelle, hein, la structure, c'est le non, hein, quelque part. C'est le oui et le non. Le non à tout bout de champ, moi je le vois chez certains parents, pas dans mon cabinet, hein, je le vois dans la vie courante, quand je me promène, j'observe et je vois parfois des parents qui disent non à leurs enfants en permanence sur des banalités affligeantes. Alors non, tu vas te salir, par exemple, on s'en fout s'il se salit, c'est pas grave. Il expérimente, c'est un enfant. Et à côté de ça, on va lui laisser, on va parfois lui dire, oui, parce qu'on va faiblir et il va aller passer 3 heures devant sa PlayStation ou ou devant la télé, parce que là, on est faible. Voilà, on n'a pas l'énergie, on n'a pas le courage, on n'a pas les arguments. Quand je pose un oui et un non, je dois toujours avoir des arguments pour les enfants. Je ne dois pas imposer un non que je ne peux pas justifier autrement que par ma propre peur, mes propres névroses, mes propres tocs, ou simplement par mimétisme de ce que moi-même j'ai vécu en tant qu'enfant avec mes parents, mes grands-parents, etc. Donc c'est toujours une remise en question. Donc ce que je dis aux parents régulièrement, parce que j'ai vu des familles avec des adultes, des jeunes adultes à la maison, qui ne partent plus de la maison, qui ne veulent pas bosser, qui ne veulent rien faire, qui vivent au crochet des parents et qui ne veulent pas partir. Et ça, c'est compliqué. Quand ils sont gentils, ça peut encore se négocier, on peut encore trouver des choses, des possibilités d'eux. Hem, Quand ils sont violents et que tout le monde en a la trouille, on n'attend pas qu'un gamin ait 18 ans ou même 16 ans pour mettre en place des choses et aller voir les praticiens qu'il faut, à commencer par des pédopsies, hein, sur des cas psycho-machin là, psychotiques là. Là, il faut des pédopsychiatres, hein, il faut des gens, dont c'est le métier, hein, absolument. Et pour les névroses, des psychothérapeutes, kinésiologues, tout ça, mais pour les psychoses, pour les cas vraiment, ultra violents et dangereux, là, il faut prendre le taureau par les cornes très, très vite et très jeune. Voilà, moi j'ai eu des enfants, j'ai eu 2 de mes enfants, mes 2 aînés, qui se sont retrouvés en carafe chez moi, dans ma maison, que j'ai ramenés chez moi, à certaines étapes de leur vie. Ils étaient majeurs, ils étaient jeunes adultes, où ils ont rencontré des difficultés dans leur vie et effectivement, je les ai eus à la maison comme ça et ils se levaient tard, ils se couchaient tard et cetera. Mais j'ai mis en place des choses et mes enfants, j'ai l'avantage d'avoir une sorte d'autorité naturelle avec mes enfants. Alors, ils écoutent pas toujours ce que je dis, c'est pas ça l'idée, hein, je suis pas dans le pouvoir. Mais de par mon expérience, ma vie, et puis le dialogue que je peux nouer avec eux, quand je dis certaines choses, même adultes, bah, à ce moment-là, ils m'ont écoutée parce qu'en plus ils étaient chez moi. Donc ils ont accepté mon aide et ils ont accepté donc que je les confie à des coachs. Moi, j'ai utilisé des coachs, hein, pour eux et ils ont réussi avec ces coachs et puis avec moi aussi, j'ai aidé mon deuxième, hein, je l'ai poussé pour qu'il réalise un projet et qu'il aille plus loin dans sa vie, qu'il prenne confiance en lui et tous les 2 maintenant, ils ont, l'une un métier déjà, elle travaille, l'autre, il a repris des études à un certain âge et il s'éclate complètement, il fait des études brillantissimes. Donc parfois, c'est nécessaire cette pause, cette parenthèse chez les parents, revenir, au nid, se comporter en adolescent, un peu paumé, faut leur laisser le temps d'atterrir, le temps de la dépression, faut aller parfois dans le fond du trou. Mais il faut pas oublier l'accompagnement, il faut aller voir les collègues, il faut aller voir des praticiens, il faut se faire aider parce qu'on peut pas tout, on n'a pas tout pouvoir, même si ce sont des adultes. Nous, en tant que parents, parfois, c'est très difficile aussi à vivre.
Ça peut être très plombant d'avoir un adolescent à la maison, hein, alors que tout le monde bosse et l'autre il fout rien. C'est c'est pas voilà, il faut qu'il y ait un projet, voilà. Peu importe le projet, moi j'ai pas d'avis, je suis pas là pour leur dire: «Non, c'est nul». Tu veux faire ça? OK, on va mettre les choses en place. Comment on peut faire? Qui peut t'aider? Je ne me permettrai pas, même le plus jeune, le dernier, de lui dire: «Non, je veux que tu fasses ça comme étude» ou «Je veux que tu fasses ça comme formation et pas ça. Non, ça, c'est une prise de pouvoir, ça m'intéresse pas». Je continue de penser que nous, en tant que parents, nous sommes là pour accompagner nos enfants, à être eux-mêmes, en fait, à vivre leur vie à eux et pas une vie par procuration pour faire plaisir à papa, à maman, hem, ou à la société, j'en sais rien, voilà. Parce que un projet va me plaire, parce que j'ai quelque chose qui me fait vibrer, que je vais me révéler dans ces études-là, dans cet apprentissage, peu importe, hein. J'ai des exemples de jeunes, qui vraiment ont été nuls scolairement, pendant une grande partie de leur vie et puis là, la révélation à partir du moment où ils ont rencontré le truc qui les fait vibrer et à partir du moment où il y a des parents qui sont vraiment accompagnants, qui sont là, qui ont été là depuis le début, ça demande beaucoup d'énergie et qui ont été et là je dis bravo, hein, je pense à une maman qui a élevé quasiment seule ses 3 enfants et qui est une femme extraordinaire, qui a accompagné ses enfants de manière magnifique, vraiment et elle en a fait, enfin elle en a pas fait, je veux dire, elle leur a permis de trouver leur voie, voilà. Bon, ils ont pas fini encore, ils sont encore jeunes, mais et pourtant c'est une maman, voilà, on peut être famille monoparentale. Moi, j'ai élevé un de mes enfants, quasiment seule. Le père est décédé, donc voilà et cette femme, elle a eu sa fille aînée, il y a pas le père, elle ne le connaît pas et chapeau à cette maman, voilà. Donc on peut être famille monoparentale, on peut être une mère célibataire et on peut avoir l'autorité et avoir en même temps cette capacité père-mère en fait, hein, voilà, ou puis on trouve des pères de substitution, il y a toujours un grand-père, un oncle, il faut des figures à ce moment-là masculines importantes de référence pour l'enfant, mais tout est faisable, il y a rien d'inscrit dans le marbre, voilà.